Nicot. Philippe Nicot, qui est membre actif du Formindep. Formindep, c'est quoi? Il était représenté l'année dernière par Philippe Foucras. Philippe Foucras, qui d'ailleurs nous a posé une question tout à l'heure via Internet. Donc Philippe Nicot, qui en plus a aidé énormément Irène Frachon, que nous aurons à 17h réunion, donc 15h métropole en Skype. J'ai eu donc la confirmation encore tout à l'heure. Et donc, Philippe Nicot, je voudrais simplement déjà, bonjour, est-ce que tu as entendu les éléments? Est-ce que tu as entendu? Oh, d'accord, tu m'entends, c'est très bien. Et Philippe Nicot, je voudrais dans un premier temps, d'abord que tu te présentes et qu'on essaye de voir comment le Formindep, toute petite association, avec de grands docteurs à l'intérieur, mais qui ont, comme tout le monde, 24 heures simplement par journée, comment vous avez pu faire flancher un petit peu, sachant que M. Arrousseau nous écoute, la Haute Autorité de Santé qui donne les recommandations aux 160 000 à peu près, je crois, professionnels de santé et qui accrédite l'ensemble des hôpitaux privés et publics de France. Comment une toute petite association, à l'occasion de 2 recommandations, notamment le diabète et la maladie d'Alzheimer, comment toi, vous, avez-vous pu infléchir la position de la Haute Autorité de Santé? D'abord, je vous remercie de m'inviter, de pouvoir vous permettre de parler depuis la métropole. C'est pas très facile pour moi parce que j'ai un décalage entre le son, etc. Donc je vais essayer de faire tout ça proprement. Donc d'abord, je suis médecin généraliste à Panazol, dans le département de la Haute-Vienne, qui est un petit département à 400 km en dessous de Paris. J'exerce depuis 22 ans. Voilà. Donc je suis au Formindep depuis près de 4 ans et je suis membre du conseil d'administration depuis 1 an et demi. Par ailleurs, je dois préciser, puisqu'on va parler de la Haute Autorité de Santé, qu'il se trouve que j'ai fait partie, mais comme toi, Philippe de Chazourne, des correspondants d'abord de l'ANAS, puis chargé de mission de la Haute Autorité de Santé jusqu'à fin 2009. Et que je continue à participer à des travaux de la Haute Autorité de Santé, par exemple de la commission de transparence. Voilà. Je tenais à préciser cela avant parce que effectivement c'est à considérer. Comment est-ce que le Formindep? D'abord, je pense qu'il faut rappeler le parcours et à l'initiative notamment de Philippe Foucras et que tout le monde connaît et qui fait vraiment un travail tout à fait exceptionnel depuis des années et qui a su structurer une équipe et qui a passé le relais à Philippe Masquelier pour sa présidence à la dernière Assemblée générale. L'idée, au départ, ça a été d'abord de s'interroger sur ces liens d'intérêt et l'une des actions après l'appel du Formindep, ça a été de pouvoir faire acter par un décret la réalité de la loi de 2002 et donc ça a été d'aller en Conseil d'État pour obtenir que ce décret d'application puisse être adopté. C'était en 2007. C'était la première étape. On va passer sur la deuxième qui était un petit peu ce testing qui a consisté en opération Morzilloy et puis ensuite d'aller voir ce qui se passait avec ces 2 recommandations. 2 parce qu'elles étaient emblématiques, celle sur l'Alzheimer et celle sur le diabète. Et donc ça a été au départ de demander à la Haute Autorité de Santé, qui à l'époque était présidée par le professeur de Gauche, de demander à ce que ces recommandations soient retirées parce que au travers de ce qu'en avait fait la lecture le Formindep, elles étaient biaisées par des conflits d'intérêts. Donc c'est une histoire qui, je pense, était difficile pour la Haute Autorité de Santé, mais en tout cas le Formindep lui a assumé d'aller jusqu'en Conseil d'État pour obtenir des jugements, et il a fallu en passer par là. Je pense, là, les décisions ont été prises il y a à peu près 2 ans pour les 2 recommandations. Et je pense qu'elles arrivaient en plus en plein moment où le scandale de l'affaire Mediator explosait, et je crois que ça lui a donné un retentissement. Les 2 recommandations donc ont été abrogées avec 2 traitements différents. Le premier pour Alzheimer, qui était la 2e recommandation abrogée,
euh, a eu un traitement, je le pense, enfin je sais pas, je le pense, un traitement léger. C'est-à-dire que la recommandation a été abrogée, mais moins de 6 mois après, elle a été revotée par des experts indépendants, ce qui est quand même tout à fait paradoxal. Euh, je pense qu'on ne peut pas considérer que là, ça soit suffisamment sérieux. C'est vrai qu'il faut considérer que cette recommandation Alzheimer venait dans une demande particulière du plan Alzheimer. Rappelons que ça fait partie des 3 plans du président de la République, donc ils ont une importance considérable. Effectivement, retirer cette recommandation a dû représenter un danger pour ce plan. Mais c'est aussi ne pas avoir anticipé la demande du Formindep qui datait depuis 2009. Donc nous voyons qu'il y a eu une impréparation à pouvoir repréparer cette recommandation. Alors en la revotant, d'abord on a revoté un texte qui avait été abrogé pour des raisons de non-gestion de conflit d'intérêts. Donc on peut là, c'est pas parce que les nouveaux experts sont indépendants, le travail n'était pas bon, mais en plus il n'a pas été refait, il n'a pas été actualisé au niveau des ressources de l'analyse documentaire. Il ne pouvait pas l'être fait puisqu'il a été fait en urgence. Et puis je dirais même, paradoxalement, il n'a même pas pris en compte, il ne pouvait pas le prendre en compte parce que ce n'était pas dans le timing, les avis de la commission de transparence qu'on ne voit pas figurer dans la recommandation. Or là, c'est un point important. Et puis je dirais que comme ayant fait partie des experts indépendants qui sont penchés sur ces avis de la commission de transparence, le résultat n'était pas connu au moment où a été revotée cette recommandation, mais on savait qu'il allait y avoir du nouveau. Enfin, on avait beaucoup de raisons pour le penser. Donc, on se privait là d'une analyse solide, et je ne pense pas que le principe de l'urgence pouvait faire qu'on revote ça. Ça, je pense que là-dessus, c'est quelque chose qu'il va falloir, quels que soient les enjeux, et c'était important, on ne peut pas se permettre de faire un travail comme ça. La Haute Autorité de Santé agit différemment avec la recommandation diabète qui a été rendue publique en février. C'est un texte qui est tout à fait différent du précédent, en partie parce que les experts étaient sans lien d'intérêt, et aussi parce qu'il y avait une évolution des données scientifiques. C'est hélas une recommandation qui elle a mis quand même tout de même 4 ans avant d'être actée, depuis les lettres de cadrage où on avait une demande. Donc on voit que là il y a eu, même si le texte je pense est bien meilleur, même si les choses ont été faites sérieusement, elles ont été faites très lentement, et je crois que c'est un des deuxièmes problèmes qu'il faudra régler. Je peux simplement faire mon témoignage pour faire partie des gens qui travaillent aussi sur ces expertises. C'est vrai que c'est difficile. J'envisage bien que les administrations et la Haute Autorité de Santé particulièrement aient des difficultés. Cela étant, pour être l'expert de terrain, je suis surpris de voir quand même des décalages. C'est-à-dire que lorsque les demandes des appels à experts sont faites, il y a une urgence, souvent, il faut répondre très rapidement. Il faut se tenir prêt pour des réunions avec souvent très peu de temps, très peu de jours avant pour lire des quantités astronomiques de documents et des centaines ou des milliers de pages. Et puis ensuite, il va se passer des mois, voire des années avant que ces documents soient finalisés. Donc là, il y a, à mon sens, une perte d'énergie, de temps, et je pense des problèmes organisationnels ou structurels pour la Haute Autorité de Santé que je ne connais pas. Je ne connais pas ces problèmes-là, mais en tout cas, c'est vraiment problématique. Ensuite, il y a la reconnaissance des experts. Je ne peux que témoigner qu'effectivement, on participe aux travaux de la Autorité de Santé. C'est quelque chose qui est indemnisé à minima, et qui, voilà. Donc, on est là à reposer, en attendant des professionnels, à reposer quand même sur des attentes de gens qui sont uniquement motivés par une motivation personnelle, mais qui n'est pas indemnisée, je dirais, à hauteur du travail de façon claire. T'inquiète Philippe, nous ne sommes pas tous endormis, excusez-moi.
Merci Philippe, Nico, de nous avoir expliqué le cheminement d'une recommandation. Ouais, une recommandation, c'est long, hein, c'est long à faire, c'est parfois plus long à Tu le sais défaire. aussi bien que moi. C'est très long à défaire parce que c'est vraiment un combat de tous les jours et de toutes les nuits, hein, du Formindep, entre autres. Hein. Attention, il n'y a pas que le Formindep hein, dans la vie. Alors, il y avait une deuxième question, c'était sur comment est-ce que il y a effectivement aussi au Formindep une petite armée de bénévoles qui passent son temps libre à analyser ces documents parce que c'est des passionnés. Voilà, donc c'est organisé, c'est organisé autour de quelques personnes qui sont vraiment très très investies. Et donc à l'heure actuelle, le président, je vais représenter l'équipe, hein, le président c'est Philippe Masquelier, le secrétaire c'est Thierry Gourgue, le vice-président c'est Louis-Adrien Delarue, le trésorier Jean-Benoît Chenique, je peux citer aussi les membres du conseil d'administration, mais je pense que c'est mieux de le lire sur le site du Formindep. Voilà. Philippe, il y a deux questions sur Internet donc, qui vont être posées par notre collègue Issam. Donc, bonjour Philippe. Donc, j'ai deux petites questions. Bonjour. La première, donc, est-ce qu'il y a des pressions, des contraintes ou des sanctions lorsqu'un médecin ne prescrit pas, selon sa conviction, des médicaments qui n'ont pas prouvé leur efficacité ou alors qui peuvent nuire aux patients malgré les recommandations officielles? Alors, les pressions, oui, il y a des pressions, notamment de la part de nos collègues spécialistes, par exemple. Hein. Moi, le bon exemple que je connais personnellement, c'est celui des médicaments de la maladie d'Alzheimer. Ce qui a fait mon parcours, je vais résumer. J'avais reçu, il y a quelques années, donc un courrier m'enjoignant de continuer un traitement que j'avais arrêté parce qu'il n'y en avait plus les moyens, que je pensais que c'était dangereux. Et j'ai reçu donc un appel de professeur de gériatrie, un appel d'abord, me demandant des comptes. Et donc j'ai répondu ça sous la forme d'une lettre, et ma lettre a été publiée ensuite sous la forme d'un éditorial qui s'appelait Anti-Alzheimer, le généraliste peut-il dire non, je pense qu'il a été largement relayé, qui était publié dans la revue Médecine. Et j'ai ensuite poursuivi ce travail en acceptant de poser ma candidature à la réévaluation des médicaments de la maladie d'Alzheimer pour la commission de transparence en 2011. Pour dire comment d'ailleurs s'est passé pour moi ce travail, je parlais d'experts. Imaginez qu'en 8 semaines, j'ai reçu 15 000 pages de documents pour 4 médicaments, que dedans j'avais des énormes brochures, d'énormes pavés qui comportaient souvent pas d'index, etc., que j'avais des CD avec des articles qui étaient scannés, etc. Voilà. Donc il a fallu faire ce travail de cette façon-là. Et puis, je dirais, on avait publié sur le site de Dominique Dupagne, j'avais reçu une indemnisation pour ce travail de 376 € et 1 centime, je tiens aux 1 centime. Voilà. Donc la dégradation, par contre, il y a une forte dégradation de la note puisque ces médicaments qui étaient très bien notés passaient d'un service médical rendu important à faible et une ASMR de 4 à 5. Et cela en raison quand même de quelque chose d'important, non pas qu'on a prouvé entre-temps que les médicaments étaient encore plus inefficaces, mais on a pris en compte leur très grand danger. Et là, c'est un deuxième point qui est important, c'est que dans l'évaluation des médicaments, on oublie, et même dans les déremboursements, que souvent, lorsqu'il y a des déremboursements, ça correspond à des médicaments qui sont dangereux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, donc moi, j'ai finalement, c'est tout simplement suite au fait qu'on m'avait contraint à essayer de poursuivre un médicament et que je me suis, je dirais, j'ai tenu bon pour l'arrêter, ce qui est extrêmement difficile puisque ça nous met dans des situations très pénibles vis-à-vis d'abord des collègues et ensuite il faut l'acter par écrit avec nos patients parce que effectivement les généralistes naturellement sont moins bien considérés que le professeur de la faculté ou que le spécialiste de quelque chose. Donc lorsqu'on le fait, il faut vraiment, ça nous oblige à y passer beaucoup de temps parce que écrire c'est très long, à le référencer très solidement et parfois c'est vraiment derrière un casse-tête hein, parce que les relations sont à ce moment-là deviennent extrêmement tendues avec nos collègues.
Donc l'affirmation de cela permet de dire qu'il y a vraiment quelque chose aussi à modifier dans nos relations que nous souhaitons avec nos collègues. Et il faut, pour nous, ça nécessite d'être vraiment extrêmement solide dans ce que nous faisons, dans nos prescriptions, de ne pas considérer que parce que quelqu'un nous a demandé de les prescrire, parce qu'il a une compétence dans une spécialité, nous ne sommes pas responsables de ce qu'il nous a demandé. Si nous en sommes responsables, et il faut savoir dire non, ce qui est parfois difficile. Merci Philippe. Une question de Claude Maredon, pharmacien. Alors, plus qu'une question, ça confirme, Philippe, ce que tu dis, puisque j'ai vécu hier et avant de venir ce matin une prescription donc, de spécialistes pour de l'Aricept, on peut citer le nom du médicament, pour la maladie d'Alzheimer, une femme de 86 ans, et que tu penses bien qu'à cet âge-là, ce n'est pas le patient qui décide, mais plutôt la famille. Et lorsque ce médicament est remboursé, pour avoir les chiffres approximatifs, ça doit être 109,45 €, il doit être remboursé de l'ordre de 14 ou 15 €. Il y avait donc une prise en charge de la différence par la famille, et que ce matin, elle est venue me demander avec des conseils si il fallait ou non poursuivre ce traitement, puisque la prise en charge était quand même assez importante et que c'était plus la famille que le patient qui prenait la décision. Après avoir consulté le médecin a décidé d'arrêter la prescription qu'il avait faite la veille quasiment. Hein. Donc c'est du vécu, et en même temps c'est exactement ce que tu peux dire. Alors moi la question c'est pourquoi on continue à mettre ces médicaments sur le marché, puisque de toute façon, ils ont des effets secondaires très dangereux, et deuxièmement, ils ne sont pratiquement plus remboursés, pour dire pas remboursés du tout. Alors, sur le remboursement, théoriquement, c'est vrai que la dégradation de la note, et j'ai participé à cette dégradation de la note par la commission de transparence, a abouti quasi mécaniquement au fait qu'on passe d'un remboursement à 65% à un remboursement à 15%. Et là, sachant que beaucoup sont dans le cadre d'une affection longue durée, donc ça restera à 100% pour l'assurance maladie. La conséquence de ce déremboursement a quand même permis aux autorités de négocier des baisses de prix d'environ 25 à 30%, ce qui a abouti, je l'ai vu, en loi de financement à une économie de 55 millions, je crois qu'elle est plus importante, 55 millions d'euros par an, donc c'est une différence importante en négociation de prix, mais ça laisse quand même ces médicaments sur le marché. Alors, la décision a été votée de la commission de transparence. Moi, je n'ai pas à apporter de jugement là-dessus. J'avais personnellement proposé un service médical rendu insuffisant. À une voix près, il a été maintenu à faible. J'ai pas, ce sont deux décisions qui pouvaient s'envisager de manière raisonnable si quelques personnes peuvent en tirer un petit bénéfice. Moi, je pensais qu'il y avait un peu trop de risques. Voilà. À les maintenir, et je ne vais pas donner mon avis pour une raison évidente là-dessus. Ce que j'ai par contre réalisé, et je suis toujours en attente de ces documents, c'est que j'ai vu que la pharmacovigilance française avait sous le coude, si je puis dire, 400 déclarations d'effets secondaires cardiovasculaires graves, dont 10% de décès. Je l'ai lu dans Prescrire il y a quelques mois. J'ai demandé, puisque ces données existaient depuis décembre 2010, j'ai demandé déjà depuis quelques mois à ce que me soient communiqués ces 400 effets, et pour le moment, mes demandes sont restées vaines. Je pense que je les ai reformulées, je les reformulerai encore. Je trouve assez surprenant d'ailleurs que 400 effets secondaires, c'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable, et que ces éléments ne m'aient pas été communiqués, ou au moins en partie de ce qui était connu à ce moment. Voilà. Donc, j'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose un petit peu surprenant. Voilà. Alors, une question pour vous, Philippe, et peut-être pour Monsieur Géronès et Madame Moirot également. Peut-on considérer comme éthique d'appliquer des recommandations sur des populations qui n'ont pas été étudiées initialement? Je pense notamment aux personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes, etc.
Alors, éthique, alors là, on va avoir un problème parce que, par exemple, sur la législation, en tant que je sache, la législation sur les femmes enceintes, on ne peut pas faire d'essai si on n'a pas pu les prouver par d'autres moyens. Donc, en général, les femmes enceintes, à ma connaissance, sont exclues de tous les protocoles. Par contre, il faut opter pour d'autres moyens. Sur les personnes âgées, ben oui, je pense que tout dépend de ce qu'on attend du médicament. Si on attend un service médical rendu important, et si les effets sont faibles, je pense que ça ne me semble pas hors de proportion éthique. Mais lorsqu'on en attend quasiment peu de choses et qu'on fait courir beaucoup de risques, je pense que là, ça devient aberrant. On parle des anti-Alzheimer, on pourrait parler des médicaments contre le cholestérol. Hein. J'ai lu cette semaine la conférence de presse qu'a dû tenir la sécurité sociale concernant notamment les anticholestérols. Je veux dire, on a une flambée de prescriptions. Entre 2005 et 2011, on est passé de 45 millions de boîtes vendues par mois à 73, une augmentation de 50% qui manifestement ne correspond pas à ce qu'on est en droit d'attendre sur ces médicaments. Donc on a je veux dire, ça correspond à des incitations à prescrire. Je crois qu'on a rendu le fait que c'était essentiellement d'ailleurs sur des molécules de dernière génération, des statines récemment commercialisées qui étaient mal évaluées et qui sont prescrites dans des AMM qui ne sont pas la leur. Et l'assurance maladie s'en plaint là, mais je veux dire, il y a quelque chose qui est effectivement très très problématique. Et puis on voit apparaître ces médicaments chez des gens qui n'en ont pas besoin, et notamment chez les personnes âgées, où on voit que le problème, c'est plus de faire baisser le cholestérol, si tant est que ça sert à quelque chose, quoi. Enfin, là, on est que dans la prescription, l'incitation à prescrire. On n'est plus, à mon avis, dans un choix de prescription raisonné et raisonnable. Merci beaucoup Philippe Nicot. En attendant, merci de nous avoir... on est plus connecté avec toi en Skype. Merci. Donc je t'invite à continuer à suivre nos débats et pourquoi pas poser des questions via Internet, medocéan.re.